Participez à notre grand concours Charlie Chaplin et gagnez 10 coffrets vidéo de 10 de ses films. Il vous suffit de répondre à cette question sur carte postale et de l'envoyer avant le 6 janvier prochain à Télévision Suisse Romande, concours Chaplin, 1289 Genève. Dans quel pays est né Charlie Chaplin? Les résultats du concours seront communiqués dès le 12 janvier 98 sur la page 307 du télétexte. Bonne chance! Noël, vous trouvez ça mou. Vous aimeriez du plein la vue, du choc, du 100% adrénaline. Méfiez-vous, votre souhait pourrait bien se réaliser. FX, effets très spéciaux. Et FX, effet de choc, vendredi c'est la totale sur TSR1. Rebonsoir. Alors que le second film de notre soirée, Le Cirque, est sans doute l'un des films les plus drôles de Chaplin, je n'ai pas réussi à en trouver la moindre trace dans son autobiographie. Et pour cause. Chaplin connut à l'époque l'une des périodes les plus noires de sa vie, à tel point que l'achèvement de ce film tient presque du miracle. 8 mois après le début du tournage, un incendie détruisit les décors entiers du chapiteau sur lequel devaient être tournées les principales scènes du film. Et c'est pas tout. 2 mois plus tard, sa femme, Lita Grey, quitta le domicile conjugal avec ses 2 enfants et entama une procédure de divorce. La demande de divorce, longue de 52 pages, truffée de ragots et sur les mœurs et la sexualité de Chaplin, fut même éditée et vendue sous le titre « Les plaintes de Lita ». De plus, le fisc américain allait en profiter pour lui demander $1 million d'arriérés d'impôts. Alors là, victime d'une dépression nerveuse, Chaplin abandonna provisoirement le tournage du film. Il dut plus tard verser $900 000 à son ex-femme, pratiquement le budget entier du film. Après 8 mois d'inactivité, la réalisation du cirque put reprendre et le film sortit aux États-Unis 2 ans après son premier tour de manivelle. Sachez que Le Cirque est son dernier film muet. La version que vous allez voir ce soir est celle qui fut exploitée en salle en 1970 et pour laquelle Chaplin composa une musique d'accompagnement et interpréta lui-même la chanson du générique. Bonne fin de soirée. Au revoir. Participez à notre grand concours Charlie Chaplin et gagnez 10 coffrets vidéo de 10 de ses films. Il vous suffit de répondre à cette question sur carte postale et de l'envoyer avant le 6 janvier prochain à Télévision Suisse Romande, concours Chaplin, 1289 Genève. Dans quel pays est né Charlie Chaplin? Les résultats du concours seront communiqués dès le 12 janvier 98 sur la page 307 du télétexte. Bonne chance! En Écosse, même les fantômes ont une passion pour le biniou. Et chaque année, le château d'Édimbourg accueille le fleuron du genre pour un événement grandiose qu'on ne rate sous aucun prétexte. Le Carousel d'Édimbourg 1997, c'est samedi sur TSR1. Sautant, émetteur national suisse, studio de Genève. Allô, Colette. Allô, Colette. Oui. Qui vous dit bonsoir? Bonsoir à vous tous de nos 23 cantons. La Radio Lausanne reprend ses programmes. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Comme chaque dimanche, Colette Jean. Alors, j'ai pas tout à fait quitté Allô, Colette.
Ils font et défont la réputation des chefs à coups d'étoiles, de toques et même de fleurs. Qui sont-ils et quelles sont leurs méthodes à table pour la cuisine des guides? Pas de tout repos la vie d'une reine de beauté. À 17 ans, Mélanie Winiger, Miss Suisse 96-97, a été plongée dans un tourbillon. Comment l'a-t-elle traversé? Reportage. La cuisine des guides et reine d'une année, Mélanie Winiger, Miss Suisse 96-97, jeudi dans Temps présent. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal du réveillon de Noël, un réveillon qui a été le prétexte, excellent prétexte, pour une invasion à Gaza. Mais cette fois, heureusement, pas d'armes automatiques, pas de pierres, pas d'uniformes, mais des bonbons pour nourrir une flamme de fraternité par-dessus les différences religieuses. Reportage avec notre correspondant Renaud Duménil. Ce bus qui traverse Gaza n'aurait rien de particulier si à son bord, il ne transportait des Pères Noël. Des Pères Noël accompagnés de la fanfare de la paroisse catholique de Gaza en tenue de fête. Noël est l'occasion pour la paroisse de rappeler l'existence de 200 catholiques parmi 1 million de Palestiniens. C'est dire la surprise des habitants de Gaza lorsque débarquent curés, fanfares et Père Noël qui ne manquent pas de distribuer un bonbon à chacun. Mais à Gaza, pas besoin d'acheter la tolérance des musulmans avec des bonbons, les chrétiens sont des frères. Il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les musulmans. Nous sommes des Palestiniens et Dieu est au-dessus de nous. La fraternité rassemble nos religions en une seule. Mais les Pères Noël ne se sont pas déplacés pour faire la pub de la paroisse. Ils sont venus distribuer des cadeaux aux enfants du quartier catholique de Gaza. Et sorti d'une autre hotte, un sac de farine sera aussi distribué aux parents, plus discrètement. Pas de discrimination chez les Pères Noël. Noël, c'est pour tout le monde. Ils offrent également des cadeaux aux voisins musulmans. Et le curé de la paroisse, le Père Manuel, en profite aussi pour visiter ses fidèles. 25 familles dans le quartier. S'ils ne vivent pas tous dans le dénuement, ce sont des réfugiés, comme la famille Souellet. Ils ont dû quitter leur ville aujourd'hui israélienne en 1948. Les plaies ne se sont pas refermées. Notre parcours de réfugié, c'est une partie des épreuves qu'a connu Jésus. Comme lui a souffert de ne pas avoir sa place sur terre, nous souffrons de ne pas avoir la nôtre. Une souffrance que le Père Manuel, palestinien lui-même, explique bien. Chez nous, tout est basé sur la famille. Alors eux qui vivaient toujours dans une famille, maintenant, se trouvent étrangers, non seulement sur une terre étrangère, mais ils se trouvent étrangers parmi dans leur peuple. C'est pour cela que leur vie comme réfugiés est très, très, très difficile et très marquée. Depuis 2 ans qu'il est à Gaza, le Père Manuel a donc décidé de replanter un peu de joie au sein de cette petite communauté. Il n'hésite pas pour cela à emmener sa fanfare en pleine nuit, jouer sous les fenêtres de Yasser Arafat, et il restait encore quelques cadeaux dans les hottes des Pères Noël pour les gardes du président palestinien. Noël, on vient de le voir, est une occasion pour faire se rapprocher des religions. C'est ainsi qu'au Vatican a été célébrée pour la première fois une cérémonie juive, et ce à l'occasion des 50 ans de la fondation de l'État d'Israël. La première lumière de la fête d'Hanouka a été allumée dès la tombée de la nuit dans les jardins du Vatican par un cardinal. Hanouka rappelle aux Juifs la victoire des Maccabées sur les descendants d'Antiochos grâce au miracle d'une lampe à huile qui resta allumée 8 jours alors que l'huile ne suffisait que pour un seul jour. Cette fête symbolise également le courage de ceux qui se battent pour la liberté religieuse. En revanche, à Bethléem, la fête de la Nativité qui se prépare baigne dans un climat triste et tendu, et ce en raison de la présence aux portes de la ville de l'armée israélienne. Ariane Perret. Bethléem fête Noël, mais le cœur n'y est pas. Bethléem, ville qui a vu naître Jésus-Christ, est aujourd'hui une ville amère. En toile de fond, la forte présence militaire israélienne qu'a dénoncé Soua Arafat, la femme du dirigeant palestinien. De confession chrétienne, Soua Arafat est en effet venue à Bethléem, où elle s'est fait l'écho de la frustration des Palestiniens. Le gouvernement israélien ne fait rien. Avec le soutien du monde entier et en dépit de tout, nous fêtons Noël, quelles que soient les souffrances de notre peuple. Et c'est sous haute surveillance que Monseigneur Sabat est arrivé de Jérusalem. Il a ensuite traversé Bethléem sous escorte militaire et accompagné par des scouts. Ce soir, plusieurs milliers de personnes convergeront vers la place de la Nativité. La messe de minuit sera célébrée en l'église Sainte-Catherine en présence de Yasser Arafat.
L'actualité que nous traitons quotidiennement n'est pas très riche en sujets porteurs d'espoir. Pourtant, ce soir, le reportage que nous livrent nos envoyés spéciaux au Rwanda, Catherine Kamerman et Albert Pasquier, ce reportage a quelque chose de rassurant et de profondément humain, vrai et touchant. Oh, rien à voir avec un conte de Noël. Il s'agit du témoignage d'un adolescent, Jean-Claude, qui a vécu un enfer, mais dont les paroles aujourd'hui sont une merveilleuse promesse d'espoir. Le calvaire des réfugiés rwandais dans les forêts congolaises, l'enfer des camps, c'était il y a quelques mois encore. Jean-Claude, 15 ans, orphelin, venait de parcourir 1000 km à pied en se nourrissant de racines. À bout de force, il était arrivé à Kisangani, où il avait été recueilli puis rapatrié par le HCR. Aujourd'hui, il tente de se refaire une vie. Il est heureux d'avoir retrouvé sa terre natale et se prépare à rentrer au pensionnat pour poursuivre ses études interrompues il y a 3 ans. Il s'apprête aussi à quitter une nouvelle fois sa sœur Blandine, qu'il a retrouvée à son retour au Rwanda. J'étais fière de la retrouver, oui, de trouver un membre de la famille vivant. Ça te fait de la peine de la quitter? C'est difficile de rester ensemble, même il y a souvent des événements qui passent pour que les hommes se quittent les uns aux autres. Oui. C'est Blandine, elle aussi réfugiée au Congo et rapatriée, qui l'a recherchée, puis hébergée et nourrie avec son maigre salaire de couturière temporaire. Ensemble, ils ont décidé que Jean-Claude devait s'instruire coûte que coûte. Peut-être pourra-t-il un jour l'aider à son tour, qui sait. Malgré la tristesse d'une nouvelle séparation, Blandine accompagnera son frère à son pensionnat à une 50aine de kilomètres de Kigali, le seul établissement qui pouvait l'accueillir. Jean-Claude espère enfin entrevoir un avenir, même si son passé le hante parfois. Les hommes, les uns ont changé leur cœur. Oui, les uns se haïssent les uns des autres. Mais il y a des bons quand même. Et je préférerais être parmi les bons. Plus que jamais, Jean-Claude veut apprendre et réussir. Il a choisi la filière scientifique car il a un projet pour plus tard. Plus tard, j'aimerais être un médecin, c'est-à-dire celui qui sauve la vie des autres. C'est ce qui m'intéresse. Donc, sauver les autres et voir comment ils sont. Par exemple, travailler dans un organisme qui sauve les gens comme le CICR. Le soir même de son arrivée, Jean-Claude a vécu un drame. 6 de ses camarades ont été victimes d'un attentat à la grenade, perpétré par des inconnus à quelques mètres de l'école. L'un d'entre eux est mort, les autres ont été blessés. Au Rwanda, actuellement, tout est décidément incertain. Malheureusement, tout le monde, vous venez d'entendre, n'a pas soif de paix au Rwanda, puisque l'on vient d'apprendre que dans l'ouest du pays, des miliciens Hutus ont tué 35 personnes de l'ethnie Tutsi. Révolutionnaire, terroriste, mercenaire insaisissable et finalement arrêté car lâché par tous, Carlos va passer aux oubliettes de cette histoire du XXe siècle sur laquelle il voulait influer. Carlos, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité hier soir et qui a accueilli à sa manière le verdict de la cour d'assises de Paris. Richard Labévière. Vive la révolution, Allah Akbar, c'est par ces mots qu'Illich Ramirez Sanchez, dit Carlos, le poing gauche levé, a réagi à l'annonce de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité cette nuit devant la cour d'assises de Paris. Il comparaissait pour le meurtre de 2 inspecteurs de la direction de la sécurité du territoire et un informateur commis le 27 juin 1975. Carlos a été condamné malgré l'absence totale de preuves, a commenté son avocate. Je dis que c'est un combattant communiste que l'on a voulu condamner et c'est à ce titre-là qu'il peut considérer que cette condamnation confirme le caractère exclusivement politique de cette procédure. Fils d'un des inspecteurs de la DST assassiné, Gilles Douce est lui soulagé et commente l'attitude de Carlos durant le procès. Grotesque. Il tourne autour du pot, il ne veut pas aborder les faits et il n'assume pas ce qu'il a fait. Parce qu'il a honte de ce qu'il a fait par rapport à ses idéologies. Le Vénézuélien de 48 ans avait déjà été condamné pour ces mêmes faits par contumace à la réclusion à perpétuité par la cour d'assises de Paris le 1er juin 1992. Nous en parlions hier soir au Mexique, dans la province du Chiapas. Des groupes paramilitaires proches du pouvoir ont abattu 46 personnes dans un petit village. Des victimes parmi lesquelles essentiellement des femmes et des enfants. Mais ce massacre n'est pas un geste isolé car de plus en plus les paramilitaires s'en prennent à des civils qu'ils soupçonnent d'être sympathisants de la rébellion zapatiste. Éric Cozandet.
Jamais la violence n'avait été aussi barbare depuis 3 ans au Chiapas, depuis la rébellion zapatiste de 94. Hier, c'est dans ce village de réfugiés indiens qu'un véritable escadron de la mort s'en prend par surprise aux habitants et massacre 46 villageois, dont 21 femmes, 14 enfants et un bébé. Le curé du village a vu des scènes abominables, des femmes abattues avec leurs enfants qui rampaient comme ils pouvaient sur leur corps. Les organisations des droits de l'homme accusent le PRI, le parti au pouvoir, et les grands propriétaires terriens et lancent un SOS à la communauté internationale. Dans la capitale, le président mexicain Ernesto Zedillo condamne le massacre et demande à la justice fédérale de mener l'enquête. Paradoxe, il ne fait pas confiance, lui non plus, à la justice du Chiapas, une justice pourtant très proche du PRI au pouvoir. De son côté, l'évêque de San Cristobal, Monseigneur Samuel Ruiz, lançait des cris d'alarme depuis longtemps. Pour lui, cette action violente était annoncée, les paramilitaires s'employant à nettoyer la région sous le regard laxiste des autorités de Mexico. C'est que la situation au Chiapas se dégrade de jour en jour depuis février 1996, depuis les accords de paix entre zapatistes ici et gouvernement mexicain, sous la médiation de Monseigneur Ruiz. Pour l'instant, le dialogue est suspendu, mais pas complètement rompu. En fait, le gouvernement mexicain s'oppose à faire entrer une loi dite indigène dans la Constitution, une loi qui donnerait une autonomie au Chiapas pour assurer le développement de la région, l'égalité et la justice sociale. Chef des zapatistes, le sous-commandant Marcos en appelle aujourd'hui à la solidarité internationale, décrivant la lutte du Chiapas comme un mouvement social qui affronte lui aussi le néolibéralisme. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de trêve de Noël au Chiapas et beaucoup de familles indiennes doivent fuir les régions rendues dangereuses par l'action des paramilitaires. En Algérie aussi, Noël n'a hélas pas le poids d'une trêve. 59 civils ont été assassinés la nuit dernière, non loin d'Alger, lors d'attaques que le pouvoir attribue à des extrémistes islamistes. À l'étranger toujours, Alice von Bergen passe en revue le reste de l'actualité de ce 24 décembre. Journée de deuil au quartier de la Duchère à Lyon, où quelques 200 personnes ont assisté dans le calme aux obsèques de Fabrice Fernandez. Ce père de famille de 24 ans a été tué la semaine dernière dans un commissariat de police. L'annonce de sa mort avait provoqué des violences 3 nuits durant. Et le policier qui a commis la bavure a été inculpé d'homicide volontaire et écroué. À l'issue de la cérémonie, le corps a été inhumé dans l'intimité. Trump Tower à New York, propriété du célèbre milliardaire Donald Trump, on s'active fébrilement pour une vente aux enchères très attendue et projetée en mars prochain. Les collectionneurs vont s'arracher quelques 500 objets, photos et documents ayant appartenu à l'ex-président américain John Fitzgerald Kennedy. Cette vente pourrait rapporter environ 3 millions de dollars. Woody Allen a créé la surprise à Venise. Il a épousé hier la fille adoptive de Mia Farrow, son ex-compagne. L'idylle avec la jeune Souni, 27 ans, avait fait scandale il y a 5 ans. Elle a provoqué la rupture de son couple et débouché sur d'âpres démêlés judiciaires. La cérémonie s'est déroulée dans la plus stricte intimité et le célèbre réalisateur a refusé tout commentaire. L'Occident au chevet de la Corée du Sud, dont l'économie pourtant érigée en modèle, s'est effondrée. Le G7 et le FMI libèrent 10 milliards de dollars pour éviter que le pays ne sombre et ne tombe en cessation de paiement. Une aide qui s'explique aussi par le fait que les engagements extérieurs de la Corée du Sud dépassent les 200 milliards de dollars. La Suisse, elle, a fixé à près de 300 millions la participation de la Banque nationale à cette aide internationale. L'acteur Jacques Fabry nous a quittés aujourd'hui. Comédien, metteur en scène, chef de troupe, Jacques Fabry avait 72 ans et savait faire beaucoup de choses, comiques ou graves, mais toujours avec tendresse et générosité. En guise d'hommage, je vous propose de l'écouter. Écoutez, lui, le vieux sage qu'il était, parler d'amour. Une force réellement invincible qui dépasse les êtres et qui les fait vivre l'un pour l'autre d'une manière définitive. Et croyez-moi, je suis plus vieux que vous, c'est quand même pas mal l'amour. C'est très sympa, hein, tu verras. Ah ouais, c'est l'ami de ton âge. Ah non, non, Alex, non, un peu plus jeune. Tu sais que ça mourra toujours. Si je sais que ça mourra toujours... Ben non, Alex. Eh ben pourquoi? Ah, pourquoi? Ben tu m'ennuies, petit, écoute. Si tu prends le plus grand boulanger du monde et que tu lui demandes de faire du pain sans farine, tu sais, il n'y arrivera pas. Hein. Ouais, non, d'accord, mais toi, t'es pas un boulanger. Bon, si, Alex, si, je suis un boulanger, mais
un boulanger sans farine. Parfois, je sens le levain qui monte en moi. Alors je me dis, oh bah tiens Léon, tu pourrais peut-être recommencer à pétrir. Seulement, tu vois, la pâte, hein, elle prend pas. J'ai beau y mettre la tête et les mains, les souvenirs des émotions et les gestes, je pétris le vide. Je suis dans le pétrin. Parce qu'on n'a pas d'idée ou parce qu'on est fou d'amour, par sensualité ou par commodité, le parfum est un des cadeaux les plus prisés à Noël. Chaque année en Suisse, près de 2 milliards de francs sont dépensés en parfumerie et plus largement pour tout ce qui touche à l'esthétique. Et le mois de décembre est le mois du parfum. Un thème d'actualité dont la senteur ne pouvait échapper à ce duo d'esthètes que sont Muriel Siki et Claude Pelot. Les Suisses sont coquets. Ils consacrent plus d'1,720 milliard de francs par année à leur beauté. Et sur cette somme, plus de 153 millions rien que pour les parfums. Et cet argent, ils le dépensent surtout en décembre. Cela représente environ entre 40 et 60% des ventes en parfumerie. Est-ce que le mois de décembre est très important? Tout à fait, et surtout les derniers jours, la dernière semaine. Les gens se prennent toujours assez tard pour faire les cadeaux. Certains magasins spécialisés dans la parfumerie enregistrent jusqu'à un quart de leur chiffre d'affaires pendant cette période. Mais avec la crise, les ventes stagnent, même si chaque année, plus de 100 nouveaux parfums sont lancés sur le marché. La clientèle à l'heure actuelle regarde quand même beaucoup les prix. Les clientèles qui achetaient avant un parfum et un bain achèteront peut-être aujourd'hui plus que le parfum. Par ailleurs, de nos jours, la cliente change souvent de parfum et la mode a son importance. On est beaucoup avec les fragrances d'agrumes, les fragrances quand même un côté un peu épicé, chaude, voluptueuse. Donc c'est tout un mélange vraiment de senteurs très pétillantes. Un secteur particulièrement profitable et en pleine évolution, la parfumerie pour enfants. Tout le monde s'y met, car les coûts de production et de lancement sont beaucoup moins importants que pour un parfum d'adulte. C'est des parfums qui marchent 6 mois, qui s'arrêtent et une nouveauté arrive. Donc c'est vraiment une mode. Tout à fait. Pour les petits et pour les grands, le parfum reste un grand classique pour les fêtes de Noël. Selon les professionnels, ce sont les hommes qui dépensent le plus et sont le plus généreux. Tant mieux pour nous. Voilà, et il paraît, messieurs, que le cadeau le plus prisé serait la cravate. Mais pour en revenir au parfum, derrière tous ces flacons, il y a bien sûr des inventeurs, des créateurs de senteurs magiques. Or, si pour inventer un parfum, il faut bien sûr un laboratoire et un chimiste compétent, il est également indispensable d'avoir, qui en aurait douté, un nez. Muriel Siki, encore elle, et Yann Leman sont donc allés à la recherche d'un nez qui a déjà dans les narines de nombreux best-sellers. Portrait. Oui, alors ça, vous pouvez augmenter un peu la note verte, un peu gazon, énergétique. Alberto Morias voit la vie avec son nez. Il crée dans son laboratoire des images du rêve. Le parfumeur invente régulièrement, tous les jours, quelque chose de nouveau. On crée pour une façon qu'ont les femmes actuellement de vivre cette liberté, sensualité, de plaisir et de recherche de personnalité. Comme un compositeur, le créateur de parfums cherche le bon accord entre différentes essences rares et exotiques. Des formules top secrètes qui sont inestimables. La création d'un parfum représente un gros investissement et la concurrence est féroce. La pression financière est là parce qu'actuellement, pour un grand lancement mondial, il faut compter à peu près dans les 30 à 50 millions de dollars. Et souvent, c'est l'image, le flacon, c'est cette alchimie qui fait qu'un parfum va être un grand succès multimondial ou un flop dans les 3 semaines qui suivent. Le créateur doit aussi savoir interpréter le marché et comprendre ce que cherche la femme aujourd'hui. On ne peut plus créer des parfums qui soient lourds, envoûtants. Je pense que la femme est à la recherche d'une parfumerie beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile à porter depuis le matin jusqu'au soir, mais avec une certaine volupté et présence. Alberto Morias est constamment à la recherche de nouvelles odeurs, que ce soit l'essence d'un poivre chinois ou tout simplement une rose. Il puise son inspiration dans notre style de vie, sans oublier que de se parfumer est avant tout un acte sensuel. Je crois qu'un parfum a des multifacettes.
comme une femme qui met un parfum pour séduire, elle a tout à fait un autre comportement qu'une femme qui met un parfum pour sentir bon et pour être bien et pour se sentir énergique. Et c'est ça la magie du parfum, des odeurs qui nous rappellent les bons moments de la vie. Autre actualité importante, les parents d'enfants sourds avaient vu juste. Un nouveau langage est en effet en train de modifier profondément l'enseignement et par là la vie future des enfants sourds. En effet, grâce à ce nouveau langage, plus besoin d'écoles spécialisées car les élèves sont intégrés dans l'enseignement normal et ils déclenchent en plus autour d'eux un élan de solidarité. Michel Kellenberger. Qui supposait que la connaissance... Un tiers seulement de nos paroles, c'est ce qu'un sourd réussit à lire sur nos lèvres. Le reste, Robin peut le comprendre ici grâce aux signes du nouveau langage codé. Rien à voir avec le langage ordinaire des sourds. Différentes positions des doigts et de la main recréent là les consonnes et les voyelles. Et leur combinaison donne les syllabes. Depuis 10 ans que ce nouveau langage est arrivé des États-Unis, un nouveau métier est aussi apparu chez nous, codeur ou codeuse-interprète, qui depuis l'école enfantine jusqu'au gymnase interviennent aujourd'hui pour les cours difficiles donnés par oral. Coût de ce système 2 fois moins cher qu'une école de sourds ordinaire et même 5 fois moins qu'un internat. Premier effet extraordinaire auquel personne ne s'attendait, en dehors des heures et en plus du programme, les camarades et les professeurs des élèves sourds restent pour apprendre eux aussi le langage codé. Je suis à toi, toi. Il est toujours de bonne humeur et ça peut-être c'est une leçon quand nous on fait la tête et tout. Lui est toujours de bonne humeur. Je l'ai jamais vu triste ou fâché, quoique fâché peut-être. Le LPC, c'est pas une autre langue difficile à apprendre, c'est le français. Je peux tout dire, même des bing, paf, pouf, tout. Et aussi les choses subtiles. Cette scène aurait été impensable il y a quelques années. Les seuls amis que pouvait espérer un enfant sourd, c'était uniquement d'autres enfants sourds. Étudiés parmi les entendants, c'est donc pour eux s'ouvrir enfin, eux aussi, à l'entier du monde. Je ne crois toujours pas. J'ai petit après d'avoir des relations avec des autres. Alors je trouve qu'il vaut mieux être dans une école d'autres. Parce que c'est vraiment là où tout se passe. Si je vois quelque chose qui ressemble à du bonheur, c'est lorsque durant les cours, Robin comprend parfaitement bien quelque chose, ou du moins qu'il a la satisfaction de ce qu'il a compris, et là son regard s'illumine, ses yeux brillent, et il est touchant. Les parents ont d'abord dû se battre pour refuser les écoles spécialisées. Mais en Suisse romande, grâce à ce système, près de la moitié des enfants sourds étudient déjà dans un circuit normal. Et comme Robin, ces élèves-là peuvent même aujourd'hui envisager l'université. Mais le monde du travail les intégrera-t-il ensuite aussi facilement? Ces parents ont fait un pari sur le cœur et sur l'intelligence, un pari qu'ils pourraient bien être en train de gagner. Le manque de ressources n'empêche pas la générosité. Pour preuve, le geste de cet homme, un sans domicile fixe qui vit de l'aumône des gens et qui ce matin s'est rendu dans un hôpital de Metz pour donner tout son pécule du mois de décembre pour faire un cadeau aux enfants. Et à une fillette qui lui demandait la raison de son geste, il a répondu, je le cite, « En ce qui me concerne, j'ai assez d'argent pour manger et pour dormir ce soir. Le reste est pour vous. » Et évidemment, pas de Noël sans crèche, des crèches dont certaines sont des œuvres d'art et des mécaniques de haute précision. En voici quelques-unes relativement peu connues dans nos régions, car elles proviennent de Saxe en Allemagne, très exactement du massif montagneux et minier d'Erzgebirge. Et ces crèches, que nous fait visiter Serge Herzog, sont actuellement exposées au musée Saint-Ginois de Tavel. Pour égayer le Noël de leur famille, les mineurs de fond d'autrefois se sont faits sculpteurs. On les imagine volontiers, remontés à la lumière du jour, fignolant amoureusement dans un coin de leur maisonnette, ces personnages souvent rudimentaires, mais d'autant plus émouvants. Avec le temps, le travail du bois est même devenu leur principal gagne-pain et leurs crèches ont voyagé loin à la ronde. Leur renommée, qui reprend depuis la réunification de l'Allemagne, ils la doivent au fait d'avoir su animer leurs crèches en faisant se mouvoir les personnages, parfois fort nombreux.
Ainsi en est-il de ce qu'on appelle les pyramides de Noël, qui occupaient à l'époque la place d'honneur du sapin. La chaleur dégagée par les bougies faisait tourner les divers paliers de la construction. Aujourd'hui, l'électricité a pris le relais, mais les pyramides du siècle passé ou du début du nôtre ont conservé toute leur saveur prime sautière. Autre spécialité de ces mineurs amoureux du bois, les crèches dites mécaniques. Un contrepoids ou un mouvement d'horlogerie en animait les dizaines de personnages. Celle-ci, par exemple, date de 1870 et plusieurs générations ont sans doute travaillé chaque année à la développer et à la compléter. Et chaque année aussi, des yeux écarquillés ont dû admirer le résultat de beaucoup d'imagination, de patience et d'amour. Voilà, madame, monsieur, fin de ce journal. Au nom de toute l'équipe technique et journalistique qui m'a aidé à le préparer, je vous souhaite un réveillon chaleureux. J'espère pour les plus petits que les pères et les mères Noël seront au rendez-vous. Et j'adresse une pensée amicale très particulière à celles et ceux qui, pour toutes sortes de raisons, vivent ce soir un Noël difficile, voire douloureux. Et comme la télévision sert aussi à briser une certaine solitude, sachez que les 2 canaux de la TSR vous offrent une très très belle soirée. Au revoir, très joyeux Noël à tous. Si tout au début, juste à la naissance, nous sommes égaux, eh bien c'est après que les choses se gâtent. Et là, en effet, les enfants sont les premières victimes, les enfants innocents et sans défense. Certains ont peur, ont faim, ont froid, d'autres sont abandonnés, voire exploités, et encore d'autres sont malades. Alors bien sûr, pour eux, il faut se mobiliser. Redonnons-leur l'espoir, faisons un don pour la chaîne du bonheur. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour le 102e tirage de la loterie. Et voici tout de suite les chiffres du Joker. Le 2, le 0, le 1, le 0, le 0 et le 0. Nous passons maintenant aux chiffres du tirage principal de la loterie suisse à numéros. Le 14, le 40, le 39, le 22, le 17, le 9 et le numéro complémentaire, le 44. Bonne soirée à tous et bonne chance. Tous les chéris des médias sont sur leur garde. Les trublions turbulents du fond de la corbeille arrivent avec le best-of. Bêtisiers, cafouillages et événements marquants sont croqués férocement par l'humour mordant de nos compères. Depuis le théâtre de l'Alambic de Martigny, où Guy-Olivier Second joue les invités vedettes, le fond de la corbeille spécial best-of, samedi sur TSRA. Ça marche pas, justement. Parce que voilà, ça chasse, hein. Voilà, il est bien. Je sais pas, voilà, ça gonfle. Ça gonfle tout, ouais, regarde. 1,9 kg. Elle monte, hein. Ça monte. Ouais. Ça gonfle, regardez. Ah bon? Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé que ça a gonflé, là? Oh non, il faut y aller. C'est vous qui avez fait ça? Qu'est-ce que vous avez poussé? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous m'avez fait, là? Hein? Oh là là, qu'est-ce qui...
Qu'est-ce qui a pété là? Oh là, c'est trop? Non, c'est pas trop. Ça a pété? Non, c'est pas ça a pété. Ils ont interchangé les tuyaux. Alors on gonfle une roue, c'est l'autre qui se gonfle. Hein? Plus qu'1 kilo, hein? Voilà. 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 Vous devez trop gonflé, ça a pété de l'autre côté. Ah oui! C'est le pneu qui a pété. Ah, vous avez peut-être trop chargé de ce côté-là. Ouais, mais c'est des roues jumelées, alors ça passe de l'un à l'autre. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Ah, mon Dieu! Si, quand on était là! Mieux que tout l'or du monde. Festival Charlie Chaplin, demain sur TSR2.